à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de mon stage de Master 2 que j'ai réalisé donc au sein du laboratoire. Ce stage il a été co-encadré par Annabelle Merchi, qui est doctorante, et Marie Gaumont, chercheuse. Et donc j'ai étudié le traitement de la prosodie émotionnelle chez l'enfant au développement typique, parce qu'on sait que la prosodie émotionnelle, c'est une fonction qui est clé dans le développement des interactions sociales. Donc pour commencer, on va commencer avec un peu de contexte. Nous, on s'intéresse plus particulièrement au sourire. On sait que le sourire, il est reconnu et il est produit très tôt dans le développement. Le sourire, il a plusieurs modalités. La plus simple, c'est celle qu'on voit, le sourire sur le visage, qui correspond à l'étirement des lèvres par les muscles zygomatiques qu'on a dans les joues. Mais on peut aussi entendre un sourire. Par exemple, quand on est au téléphone avec quelqu'un qui sourit, on va pouvoir reconnaître que cette personne sourit même si on ne la voit pas. Et comment on va reconnaître que cette personne sourit ? En fait, on va reconnaître des caractéristiques acoustiques précises, que sont la hauteur, la fréquence et l'intensité. Ces caractéristiques acoustiques, elles vont être modulées et elles vont permettre de définir la prosodie émotionnelle. C'est la prosodie émotionnelle, donc c'est la mélodie de la voix qui va permettre de transmettre des émotions. Et on peut reconnaître cette prosodie émotionnelle. On peut reconnaître si la personne au téléphone, elle était plutôt joyeuse, plutôt triste, plutôt en colère. Et cette capacité de reconnaissance de la prosodie émotionnelle, elle s'améliore avec l'âge, jusqu'à atteindre un caractère quasi universel à l'âge adulte. Il a d'ailleurs été montré que l'adulte au développement typique utilisait les mêmes caractéristiques acoustiques pour reconnaître un sourire dans la voix. C'est-à-dire qu'ils avaient la même représentation du sourire vocal. Donc le sourire vocal, c'est le modèle qu'on va utiliser dans ce protocole et ce projet. Donc ce sourire, il va pouvoir ensuite entraîner une résonance motrice au niveau des muscles du visage. Donc chez l'adulte, dans la modalité auditive, il a été montré que l'écoute de sons plaisants entraînait la contraction des zygomatiques, c'est-à-dire un sourire. Et que l'écoute de phrases modifiées artificiellement pour être souriantes entraînait également la contraction des zygomatiques, c'est-à-dire un sourire. D'un point de vue développemental, il y a eu beaucoup moins d'études dans la modalité auditive, mais on sait par exemple que les bébés sont capables de discriminer différentes sortes de prosodies, et que par exemple, ils sont plus enclins à apprécier les prosodies adressé au bébé, qu'on appelle mamané, donc le discours adressé aux enfants. Mais dans la modalité visuelle, il a été montré qu'ils prêtent attention, qu'ils imitent et qu'ils génèrent des expressions faciales. Une étude chez des enfants et des bébés de 5 mois a montré que si on leur présentait une petite vidéo, par exemple d'une personne qui riait, ils allaient l'imiter, donc sourire en réponse. Chez des enfants de 12 à 23 mois, il a été montré qu'il existait des réactions émotionnelles aux émotions d'autrui. Et enfin, chez des enfants de 7 à 12 ans, si on leur présente une photo avec un visage souriant, ils allaient répondre à ce sourire par un sourire. Qu'en est-il de la résonance motrice aux émotions locales chez l'enfant ? C'est ce qu'on va étudier dans ce projet. Donc on sait que la prosodie émotionnelle, sa capacité de reconnaissance, elle s'améliore avec l'âge. Est-ce que le modèle du sourire vocal est mature chez l'enfant ? C'est ma première question. La deuxième question, c'est, on sait qu'on peut donc sourire en réponse à un sourire dans la modalité visuelle. Est-ce que c'est le cas aussi si on entend un sourire ? Donc l'objectif de l'étude, c'était d'étudier l'évolution au cours du développement de la représentation du sourire vocal et de la contagion, la résonance motrice émotionnelle qu'elle peut engendrer. Donc le protocole est coupé en deux parties. La première partie, l'objectif, c'est de modéliser la représentation du sourire vocal pour la comparer à celle de l'adulte grâce à une tâche comportementale en psychophysique. Et la deuxième partie du protocole, c'est d'étudier la résonance motrice qui est engendrée par ce sourire vocal grâce à une mesure de l'activité électromyographique qu'on appelle EMG. C'est une technique qui permet de mesurer l'activité des muscles du visage. Donc à l'écoute et au jugement de phrases souriantes ou non. Alors pour cela, on a étudié chez 10 enfants âgés de 8 à 12 ans. On a choisi cette période parce que c'est la période qui est clé dans la capacité de reconnaissance de la prosodie émotionnelle. Et on a comparé ces résultats à 22 adultes âgés de 20 à 30 ans. Le protocole était séparé avec la tâche comportementale qui dure environ 20 minutes et la tâche en électromyographie qui dure environ 40 minutes. Donc tout d'abord, pour la tâche comportementale, comment on obtient un modèle du sourire vocal ? Donc on utilise une technique qui s'appelle la corrélation inverse. À la base, on va avoir un son A avec une prosodie neutre, c'est-à-dire sans émotion. Autour de ce son A, on va réaliser une multitude de modifications aléatoires en fréquence et en amplitude qui vont permettre qu'on va avoir une grande base de stimuli, tous très différents. On va piocher dans cette base de stimuli deux sons A. On va demander aux participants de comparer les sons et de choisir lequel lui paraît le plus souriant. Ensuite, on va pouvoir prendre toutes les caractéristiques acoustiques des sons qui ont été choisis comme souriants, celles des sons qui ont été choisis comme non souriants. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir le modèle du sourire, que vous voyez en bas, mais peut-être pas très au fond. Donc ce qu'on a ici, c'est les enveloppes spectrales des sons.
Donc l'amplitude en fonction de la fréquence. En rouge, en bleu, pardon, c'est le modèle du son qui est non souriant. Et on voit comment certaines fréquences, appelées formants, qu'on voit juste ici, sont modifiées pour donner un modèle qui est souriant. Voilà. Donc la deuxième partie du protocole, c'est voir comment ce sourire vocal va entraîner une résonance motrice au niveau des muscles du visage. Donc pour cela, on a déjà une base de stimuli. Donc on utilise cette fois-ci des phrases, donc des phrases avec une prose de l'autre, que vous allez normalement entendre. J'aimerais avoir un nouveau réveil. Auquel on va ajouter un filtre issu de la tâche précédente non souriant. J'aimerais avoir un nouveau réveil. Ou alors un filtre souriant. J'aimerais avoir un nouveau réveil. Donc cette tâche dure environ 20 minutes. Les personnes vont donc écouter ces phrases. On va mesurer, donc ce que vous voyez ici, c'est les petits électrodes et l'électrométrage qui permettent d'enregistrer l'activité au niveau des zygomatiques sur la joue et des corrugateurs. C'est le muscle qui permet de froncer les sourcils. Et les personnes vont donc écouter ces phrases et juger le caractère souriant ou non de ces phrases sur cette petite échelle. Donc, à la suite de ça, on va pouvoir étudier l'impact à la fois du filtre, c'est-à-dire de la modification acoustique de la phrase, souriant ou non souriant, et du choix, c'est-à-dire le jugement émis sur la phrase, souriant ou non souriant, sur l'activité de ces muscles. Donc, des premiers résultats, donc de la tâche comportementale, la première étape, c'était d'adapter cette tâche à l'enfant, et donc on a réduit le nombre d'essais pour que ce soit faisable pour les enfants, que ça ne soit pas trop long, c'est une tâche qui est très répétitive. Donc on a déjà diminué le nombre d'essais chez l'adulte et encore un petit peu diminué chez l'enfant. Et ce qu'on voit ici, c'est les modifications qui ont été apportées au son de base pour obtenir donc, le sourire vocal. Donc au niveau 0, c'est le son de base, tout droit, la ligne horizontale, sans modification acoustique. Et les deux courbes qu'on voit ici, en vert les enfants et en bleu les adultes, c'est les modifications apportées à ce son de base pour le rendre souriant. Et on voit que ces deux courbes, elles se superposent. Ça veut dire que les adultes et les enfants ont le même modèle du sourire vocal. Ils s'appuient sur les mêmes indices acoustiques pour reconnaître un sourire dans la voix. Donc dès 8 ans, on utilise les mêmes indices acoustiques du sourire vocal. La deuxième partie des résultats, c'est pour voir ensuite la résonance motrice de ce sourire vocal au niveau des expressions faciales. Première étape, c'est l'effet du filtre. Parce que la modification acoustique du filtre, souriant ou non souriant, va entraîner une modification des activités faciales. Donc ce graphique-là, on voit c'est chez l'adulte l'activité des zygomatiques en fonction du temps pour un filtre souriant ou un filtre non souriant. Et on voit que l'activité des zygomatiques elle est plus élevée pour un filtre souriant plutôt que pour un filtre qui est non souriant. Et c'est la même chose chez l'enfant, donc avec des morphologies de courbes un petit peu différentes, mais on voit donc ici en rouge que l'activité des zygomatiques elle est plus importante à l'écoute d'une phrase souriante, même si on a jugé cette phrase comme non souriante. Donc c'est vraiment indépendant du choix, ça dépend seulement de la nature du son entendu. Donc l'augmentation de l'activité des zygomatiques à l'écoute d'une phrase souriante de manière implicite. Ensuite, donc on a déterminé l'effet du choix. Est-ce que Est-ce que le jugement émis va moduler les expressions faciales? Chez l'adulte, on voit qu'au niveau des zygomatiques, en fonction du choix, il n'y a pas de différence. Les deux courbes se superposent, ça ne change rien. Mais par contre, la différence, elle va se voir au niveau des corrugateurs, donc les muscles qui permettent de froncer les sourcils. C'est-à-dire que si on décide que la phrase entendue, elle n'est pas souriante, on va froncer les sourcils. Et si on décide qu'elle est souriante, alors on va détendre ses muscles. Pas de manière consciente, évidemment. Chez l'enfant, c'est complètement différent. Au niveau des corrugateurs, on voit que les deux courbes, elles se superposent. Il n'y a pas de différence d'activité qui peut être modulée par le choix. La différence, elle va se voir au niveau des zygomatiques. Si les enfants décident que la phrase entendue, elle était souriante, alors ils vont contracter les zygomatiques. Et s'ils décident qu'elle était non souriante, alors ils vont détendre leurs zygomatiques. Donc ce jugement explicite du son, il va se voir chez les adultes au niveau des corrugateurs et chez les enfants au niveau des zygomatiques. Donc ainsi, la représentation mentale du sourire vocal, elle est mature chez l'enfant dès 8 ans. Et la résonance motrice implicite au sourire vocal est aussi. Donc résonance motrice, puisqu'on entend un sourire et qu'on va avoir en réponse une activité faciale qui est congruente au sourire, qui correspond à un sourire, et implicite puisqu'elle ne dépend pas du jugement émis sur la phrase. Même si on pense que la phrase est non souriante, on va quand même sourire. La différence, elle va se voir au niveau du jugement émis sur cette phrase, qui va être traduite chez l'adulte sur les corrugateurs et chez l'enfant chez les zygomatiques.
Peut-être que cette différence, ça peut être liée à une maturation tardive des processus explicites de résonance motrice à des émotions auditives. C'est ce qu'on voit ici. Et enfin, dans les perspectives, ces travaux chez l'adulte sont à l'origine d'une publication scientifique qui est en cours de préparation. Et ce projet s'inscrit dans un projet plus large, qui est le projet SEPIA, Sensory and Emotional Processing in Autism Spectrum Disorders, qui étudie tous ces processus chez l'adulte, donc dans le cadre de la thèse d'Annabelle, et chez l'enfant, donc pour voir l'aspect plus développemental, puisque dans les troubles du spectre de l'autisme, il a été montré qu'il pouvait y avoir une pauvreté du sourire social, et également des atypies de perception et de production des émotions vocales. Donc la première question qu'on se pose, c'est est-ce que la représentation du sourire vocal, elle est identique dans l'autisme ou pas? Si elle est identique, est-ce qu'elle peut entraîner une résonance motrice? Si elle n'est pas identique, est-ce que chaque individu a sa propre représentation du sourire vocal? Et c'est pour ça qu'elle n'est pas la représentation dite typique. Et est-ce que cette représentation individuelle peut, elle, entraîner une résonance motrice chez chaque individu? Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout de suite. Merci pour cette présentation. Alors, j'aurais plein de questions et j'ai un grand intérêt sur votre travail. Sur la prosodie émotionnelle et le lien avec... je vois plein de liens en fait, avec la pragmatique. Parce qu'en fait, il y a des travaux qui montrent que d'un point de vue développemental, les enfants... ne prennent pas des décisions sur la prosodie émotionnelle, mais sur le contexte qui leur donne des mauvaises interprétations. Et puis à un moment donné, dans la séquence développementale, on va se servir de la prosodie émotionnelle pour juger, ce qui nous permettra de comprendre l'ironie, par exemple. Et je me dis, sur votre protocole, il y a en perspective le fait d'utiliser la bimodalité. Est-ce que vous avez, c'est toujours embêtant une question comme ça, parce que est-ce que vous avez fait quelque chose que vous ne présentez pas? Mais vous pouvez me répondre non, et je ne serai pas vexée du tout. De montrer le visage et de faire des jugements avec visage et prosodie émotionnelle, c'est-à-dire modalité visuelle et auditive, et voir si un peu comme on a entre prosodie et contexte, il y a à un moment donné une prise de décision sur une seule modalité avant de pouvoir le faire sur deux modalités. Alors c'est pas prévu, mais il me semble que j'ai lu quelques études qui justement le faisaient différencier, mais je sais pas si ça a été fait chez l'enfant, je suis pas sûre, mais j'avoue que c'est pas prévu. Peu, et je pense que ça peut être dans très les intéressant. perspectives, ça peut être intéressant et en mettant aussi des indices d'incohérence. Oui, en fait. oui, c'est vrai que ça peut être très invalidant que... Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question. Je m'intéresse dans mes travaux à des théories, notamment la théorie de la cognition incarnée, où justement c'est la sensorialité et la motricité à l'origine des cognitions. Et je me demandais si, dans vos perspectives, ça pourrait être un projet de voir si on les met en condition de sourire. Un des travaux les plus communs en cognition sociale incarnée, c'est de mettre un stylo dans la bouche des personnes et de juger une vidéo, à savoir si elle est drôle ou pas. Et ceux qui ont déjà un sourire la trouvent plus drôle. Et est-ce que ça fait partie des perspectives ou non? C'est totalement un autre projet. C'est vrai que c'est très intéressant. La cognition incarnée, on voulait vraiment essayer de lier la cognition incarnée avec ces résultats-là. Ce qu'on se dit, nous, peut-être, c'est que peut-être que le jugement émis va faire office de cognition incarnée un petit peu, au moins chez l'enfant. Parce que si le jugement émis souriant, alors il va sourire. C'est plus en termes de discussion, on n'a pas encore vraiment réfléchi à ce forçage avec le stylo, mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de lier les deux, ça fait une sorte de 3 niveaux d'interprétation pour les expressions faciales aux émotions. Merci beaucoup. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, je crois qu'on est un petit peu en avance. On a un peu le retard.